On est en 99. Et comme tous les mois, le N64 Magazine dévoile ses prochaines sorties, et parmi tous ces jeux, il y en a un qui se démarque des autres. Celui-ci est décrit comme le meilleur, au-dessus de Mario 64, le jeu le plus attendu, et pourtant, malgré le potentiel de devenir l'un des classiques du genre, ce jeu n'a jamais existé. Donc maintenant, 20 ans plus tard, une chaîne du nom de Adam Butcher sort une vidéo appelée « Qu'est-il arrivé à Crow 64 ?» Là-dedans, il va nous parler d'une trouvaille qu'il aurait fait sur eBay, un jeu avec une cartouche vraiment étrange. Mais la personne qui le vendait ne savait pas du tout ce que c'était quand elle l'a trouvé dans son grenier. Sauf que juste avant qu'Adam nous montre le gameplay du jeu, il va nous raconter plus en profondeur son histoire. Le créateur du jeu, Manfred Lorenz, a à la base imaginé le jeu sur un dessin réalisé par sa fille, où l'on voit dessus un corbeau blessé devant un hôpital. Dans l'une des interviews qu'il a pu donner, il affirme que le jeu était au-delà d'un simple jeu, avec une nouveauté qu'il a appelée « Système de renaissance éternelle », censé changer la face du jeu vidéo pour toujours. Et ça, c'est sûrement la chose la plus importante à retenir. Il a ensuite annoncé la sortie de Catastrophe Crow en 97, et instantanément, dès que les testeurs ont pu mettre la main dessus, les premiers témoignages étaient unanimes. Il surpassait tout. Une pluie de compliments comme on en a presque jamais vu, mais plus la sortie du jeu approche, plus le créateur la retarde, de mois en mois, jusqu'au moment où des rumeurs ont circulé disant qu'il se serait passé quelque chose avec Manfred. Et c'est là que des employés anonymes vont commencer à témoigner sur la vie du concepteur, que sa situation familiale se serait complètement effondrée à cause d'une catastrophe, et surtout, il n'aurait pas vu sa femme depuis des mois. Un autre employé va dire qu'il a trouvé quelque chose dans le jeu, quelque chose que Manfred aurait créé involontairement. Environ un an plus tard, il renvoie tout le monde et interdit l'accès au bureau. Des agents de recouvrement sont venus, mais personne n'y était. Et le matériel de développement ainsi que toutes les sauvegardes ont disparu. Il n'était pas non plus chez lui, et on a appris que sa femme avait quitté le pays il y a plus de 6 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans son jardin, il possédait un voilier, mais celui-ci aussi a disparu. Et c'est 2 jours plus tard que son voilier a été retrouvé à 2 km du large de la ville de Cuxhaven. Aucune trace de lui, de son matériel informatique, rien. Si ce n'est une pile de vêtements et une note. Une note adressée à sa femme en disant qu'il était finalement parti, accompagné d'une étrange suite de chiffres. Le jeu, et le rêve des joueurs de pouvoir un jour y jouer, s'est perdu avec Manfred dans les fins fonds de l'océan. Jusqu'à aujourd'hui. Adam est enfin prêt à lancer le jeu sur sa N64, et c'est maintenant qu'on va peut-être pouvoir comprendre ce qui a pu se passer avec Manfred Lorenz. À première vue, le jeu est plutôt joli. Une plaine d'herbe qui ressemble beaucoup à Mario 64, avec un peu plus loin, un bâtiment. Vu le mot work, c'est sûrement une entreprise. Peut-être justement celle de Manfred. Et ça va vite le confirmer quand Adam rentre à l'intérieur. Un corbeau plus grand que le joueur court vers la droite et Adam le suit jusqu'à tomber sur un ordi géant. Et à la manière de Mario, il plonge dedans pour atterrir dans un nouveau monde, bien coloré et très enfantin. Puis en collectant quelques pièces sur le chemin, il tombe dans une zone vraiment étrange. Des pions d'échecs entourent le corbeau de tout à l'heure pour lui donner une avalanche de chiffres. Mais si on interagit avec lui, un dialogue incompréhensible fait frise-le. Le bug renvoie le joueur dans la map principale, mais quelques petites choses ont changé. Les lumières du bâtiment sont éteintes et un espèce d'épouvantail disparaît si on l'approche d'un peu trop près. Adam rentre à nouveau dans le bâtiment et le téléphone n'arrête pas de sonner. Et même en essayant d'interagir avec, c'est juste impossible de répondre. D'ailleurs, en retournant voir l'ordinateur géant, il n'y est plus. Comme Manfred le jour où il a pris tout son équipement informatique avec lui. Juste après, il ressort de la pièce et le grand corbeau court droit vers la gauche. Sauf que il y a un mur. Mais Adam essaye quand même de le traverser et d'un coup, il se retrouve dans une zone complètement noire. Avec un peu plus loin, le corbeau sur un bateau avec l'ordinateur qu'il utilisait tout à l'heure. Il saute du bateau, et c'est assez facile de se rendre compte qu'il s'agit d'une représentation flagrante de ce qui a pu se passer avec Manfred le jour où l'on a retrouvé son bateau proche des côtes. Puis Adam saute avec lui, et après une assez longue chute, il arrive dans une forêt très embrumée. Plus aucune musique, seulement un son qui met vraiment mal à l'aise. Et c'est un peu plus loin qu'on va apercevoir comme une tombe, avec le grand corbeau pleuré devant un trou. La tombe ressemble énormément à la cartouche du jeu d'Adam, et la première chose que je peux en conclure est que le grand corbeau est la représentation de Manfred. Et au vu de sa réaction devant la cartouche, c'est aussi que le jeu a eu des répercussions désastreuses sur sa vie, au point de se désabonner de la vie. On aura sûrement plus d'explications plus tard, là pour l'instant Adam, après avoir vu ça, retourne en arrière pour descendre les marches. Le corbeau tombe au sol et des images subliminales apparaissent comme celle-ci, un scanner cérébral. Puis des espèces de monstres s'approchent du corbeau, juste avant qu'une nouvelle fois, on se fasse renvoyer au début avec la même cinématique.
Cette fois-ci, le monde principal est entièrement buggé. Une partie du sol est remplacée par des photos d'ours en peluche, et le corbeau qu'Adam contrôle n'est plus celui avec l'aile cassée. En se retournant, une maison est apparue. Adam rentre, et la dernière cinématique se lance. Le grand corbeau monte à l'étage et rentre dans une chambre d'enfant. Des dessins plein les murs, dessins qui ressemblent énormément à ceux de la fille de Manfred. La caméra se dirige ensuite vers un lit avec dessus un corbeau très malade, voire même sans tête. Il est branché à la machine qu'utilisait le grand corbeau dans le monde des jeux, et d'un coup, la chambre se fait inonder et les mêmes monstres que tout à l'heure viennent l'enlever avec un cri d'horreur avant de signer la fin de la vidéo. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Déjà, on sait que le jeu a été créé avec l'idée de sa fille, et justement, il semblerait que le pauvre corbeau avec l'aile cassée soit la représentation de la fille de Manfred. Mais surtout, qu'elle serait morte. En fait, si on reprend les événements et qu'on les associe à la réalité, sa fille serait tombée dans les escaliers, lui causant des lésions cérébrales, ce qui expliquerait l'image subliminale durant le bug de sa chute. Mais surtout, avant de quitter le bureau avec tout son matériel, Manfred aurait dit à un de ses collègues « Le joueur est parti ». À ce moment-là, il n'y a aucun doute. Il parlait bien de sa fille. Le téléphone, quant à lui, serait l'appel de l'hôpital concernant sa fille, vu comment l'appel est bruyant et important. Donc à ce moment-là, soit c'est parce qu'il n'a pas pu y répondre, ou alors peut-être qu'il a été hanté par cette sonnerie qui lui a annoncé la pire nouvelle de sa vie. Ensuite, on a le message cryptique du grand corbeau devant son ordinateur. Pour celui-là, il va falloir aller chercher sur tout YouTube pour au final tomber sur quelques chaînes partageant du gameplay du jeu. Parce que oui, aussi fou que cela puisse paraître, Adam n'est finalement pas le seul à avoir pu jouer au jeu en premier, vu que toutes ces chaînes ont des gameplays datant d'avant la vidéo d'Adam. Alors maintenant, explorons un peu plus en profondeur tout ça, et dans l'une de leurs vidéos, à un moment précis du gameplay, le menu pause à toutes ces lettres de changer. Et c'est à ce moment-là que l'on va introduire ce que la commu impliquée dans la résolution de ce mystère appelle le Crow Language. Si on compare les lettres du menu normal et celui déformé, on peut facilement recréer un nouvel alphabet. Alors, si maintenant on essaie de traduire ce que disait le corbeau dans le monde des jeux... Bon, c'est déjà une très bonne nouvelle qu'on puisse un peu avancer sur ce qui se passe. Dans une autre vidéo cette fois-ci, le joueur peut marcher sur un clavier géant avec des lettres à taper dans le bon ordre. Un puzzle classique, mais le mot que l'on obtient à la fin ne veut tout simplement rien dire. Sauf qu'en Crow Language, ça nous donne « S'il vous plaît, pardonnez-moi tous les deux ». Mais maintenant, on va juste se repasser la vidéo du puzzle avec le son. Ce que je ne vous ai pas mentionné en début de vidéo, c'est que la société qui est à la tête du jeu est Opus Interactive. Et celle-ci avait un autre jeu sur lequel elle avait travaillé, Ocean Quest sur Super Nintendo. Je sors pas cette info nulle part parce qu'on pouvait le remarquer dans la première vidéo d'Adam quand il ouvre le magazine Planet 64 sur la page de Catastrophe Crow. Ça sera la première sortie sur la N64 de Opus Interactive, un développeur allemand dirigé par Manfred Lorenz, dont l'action-aventure Ocean Quest a été une surprise tardive pour la SNES. Et en allant faire des recherches sur ce jeu, la seule vidéo à son sujet, c'est la musique des crédits de fin. La musique démarre crescendo avec des notes de plus en plus aiguës, et ce que la commu a remarqué là-dedans, c'est qu'il y a exactement 26 notes. 26, comme le nombre de lettres dans l'alphabet. En gros, vous l'aurez compris, c'est reparti pour un nouveau langage. Et c'est même pas tout ce qu'on peut en tirer de cette vidéo, vu que dans la musique juste après, Manfred a fait exprès de placer des petites notes correspondant à ce nouvel alphabet, de façon à ce que, une fois décodé, ça nous donne Théa, Nils, Martha, Manfred, merci d'avoir joué. Et c'est grâce à ça que maintenant on peut rajouter deux personnages dans notre récit, vu qu'on avait déjà Manfred le père et sa fille. Et pour savoir qui est qui, on va revenir à l'écran de démarrage du jeu. Pendant un court instant, on peut voir plein de carrés partout sur l'écran, mais surtout un mot en Crow Language qui, une fois décodé, nous donne « Ma très chère Théa ». Théa qui d'ailleurs en Crow Language s'écrit littéralement « Crow ». On peut maintenant le confirmer, c'est bien sa fille. Ce qui nous laisse les autres personnages comme étant Nils son fils et Martha sa femme. Pour confirmer encore plus cette théorie, dans sa lettre de suicide, on voit clairement qu'il l'a adressée à sa femme, Martha. Continuons d'explorer d'autres vidéos, et dans celle-ci, le joueur va essayer de sauter d'un côté de l'arche à l'autre. Dans un tunnel complètement hors de la map, on peut y trouver des espèces de cubes émettant chacun un son différent. Et en continuant un peu plus loin, entre quelques images rapides d'un ciel éclairé, 3 corbeaux attendent le joueur pour partir tous ensemble. Les cubes sont évidemment dans le langage sonore, et une fois décodés, ça nous donne « C'est seulement pour ton petit frère à présent ». Bon, je vous propose de faire un petit résumé de tout ce qu'on sait depuis le début. Manfred a dédié le jeu à sa fille Théa, qui est malheureusement décédée durant la création du jeu, ce qui l'a détruit et poussé au suicide en disant adieu à sa femme. Et surtout, les 4 corbeaux réunis ensemble, aucun doute, c'est la famille au complet. On a 2 alphabets propres au jeu, et surtout,
encore pas mal de choses à déchiffrer. Alors reprenons directement sur l'écran codé du début, et en plus du nom de Thea en Crow Language, la communauté, grâce à toutes les autres vidéos cachées sur YouTube, a réussi à comprendre ce que tout ça voulait dire. Et une fois traduit, ça nous donne... Ma très chère Thea, je suis désolé, je ne pourrai pas être avec toi à la fin. J'avais bien trop peur, je me suis enfui et maintenant je suis en enfer. Un enfer que j'ai créé moi-même. J'ai rêvé de toi jouant ce jour-là, mais tu ne le feras jamais. S'il te plaît, pardonne-moi mon petit corbeau. S'il vous plaît, pardonnez-moi tous les deux. Papa, c'est uniquement pour ton frère maintenant. C'est vraiment triste comme message, mais ça s'arrête pas là. Sur le message codé, seulement quelques cases sont en blanc. Et si on rassemble ces mêmes cases sur le message décodé, il est écrit « Très cher Nils ». Nils a l'air d'être très important dans cette histoire, peut-être même le centre de tout ça. Dans une vidéo de N64 Excavation Man, au niveau de la forêt, à un moment un tableau apparaît. Il semble avoir besoin de chiffres et de lettres pour pouvoir créer un message, alors revenons à la lettre de Manfred. Et les chiffres qu'on n'avait toujours pas regardé de plus près prennent tout leur sens. Mettons Nils 3 fois avant les chiffres, et le message codé nous donne « Nils, je suis vivant ». Manfred serait donc en vie? En tout cas, en octobre 2020, un mail trouvé par la communauté est apparu et a vite été supprimé du Google Doc. Mais après avoir spammé de mails pour essayer d'avoir un indice sur la suite, l'adresse ne répondait plus. Mais quand elle répondait au message, il y avait toujours un ML dedans, ce qui veut clairement dire Manfred Lorenz. L'une des premières réponses qu'il a pu donner à la communauté était celle-ci. Mon très cher garçon, après toutes ces années, j'ai beaucoup à dire. C'est bientôt ton anniversaire, j'espère qu'on pourra se voir le lendemain, là où on allait en vacances chaque année. Je serai là. M. Ici, 2 informations sont à découvrir, la date d'anniversaire de Nils et le lieu. Mais laissons ça de côté pour le moment et revenons à la nouveauté que Manfred avait annoncée dans son interview, le système de renaissance éternelle. Avec son sait de l'histoire, il est très clair qu'il avait fait ça pour essayer de ressusciter sa fille à travers le personnage du jeu, au point de créer tous les corbeaux de sa famille intérieure. Le système n'a pas fonctionné pour sa fille, mais c'est bien pire que ça. Dans l'écran codé nous dévoilant une lettre de Manfred à sa fille, il y était écrit « Maintenant je suis en enfer, un enfer que j'ai créé moi-même. L'enfer qui est ici représenté par le jeu. Son système a fonctionné sur lui, et maintenant il est obligé de revivre toute sa peine indéfiniment. » Alors d'accord, maintenant le jeu est destiné à Nils, mais alors pourquoi est-ce que le jeu a quelques temps plus tard été publié sur internet comme ça? Par la société de développement en plus. Parce que oui, après pas mal de vidéos qui faisaient la pub d'une nouvelle peluche du jeu Catastrophe Crow, une annonce a été teasée pour le 26 avril prochain. Et une fois la date atteinte... Le jeu nous a été partagé. C'est juste énorme. Jusque-là, on avait pas mal de pistes pour comprendre l'histoire, mais c'était tout. Maintenant qu'on a le jeu, les plus déterminés à enfin vouloir comprendre ce qui a pu se passer vont se donner à fond. Et nous aussi. Quand on démarre le vrai jeu, un écran différent de celui de l'ancien apparaît, et lui aussi a besoin d'être décodé. Des tonnes d'énigmes sont là pour ça, mais attendons un petit peu et voyons les différences que présente cette nouvelle version. Déjà, le jeu ressemble en tout point à l'ancien, les puzzles sont là où ils devaient être à la base, le téléphone qui sonne, ouais, la télé qui nous emmène dans le monde de jouets, le clavier géant et... C'est nouveau ça, non? Déjà, le clavier ne fait plus de lumière quand on appuie sur les touches, mais surtout ici, un code est à découvrir. On ne sait pas combien de chiffres on doit mettre, ni où les trouver, mais vous vous doutez bien, après une recherche intensive, le code ne se trouve pas dans le jeu. Il va falloir aller sur le site qui vend les fameuses peluches, et une fois sur la page de vente, plein de chiffres sont à l'écran. Mais celui qui nous intéresse est le nombre de ventes, 332. C'est ça, le code. Un détail aussi qui change tout est que la société qui gérait le jeu en 1997 était Opus Interactive, alors que là, celle qui vend ses peluches et qui a sorti le jeu se nomme Opus Legacy. Un changement mineur autant que dans le jeu. Dans le monde de la forêt, à un moment donné, vous tomberez sur une vieille horloge avec un tableau flottant. Si vous appuyez 9 fois puis 13 fois, et que dans les paramètres de votre ordinateur vous changez l'heure pour faire 9h13 du soir, revenez au hub, le monde s'est plongé dans le noir. Une maison est apparue, celle dans laquelle il y avait la chambre de Thea. Normalement, quand on rentre dedans, ça nous lance la cinématique avec le corbeau mourant, mais ici, pas de cinématique, pas de lit, seulement un chapeau chat flottant. Il va simplement nous donner 6 traits et va commencer à se démultiplier jusqu'à faire crash le jeu. Dans la théorie de base, on pensait que Thea était tombée dans les escaliers, ce qui lui avait causé des lésions cérébrales, d'où l'aile cassée et l'image subliminale nous montrant un scanner de son crâne. Mais dans cette version, on n'a pas simplement un bout de scanner, mais toute la photo. Elle n'a en réalité pas de lésion, parce qu'en arrivant au niveau de l'hôpital, sur le mur, on y trouve une photo. Et en faisant une recherche inversée sur internet, on tombe sur ça. MRI, tumeur du cerveau.jpg. Finalement, les 6 traits signifient simplement cancer. Ce que représente cette chose, la texture étrange d'une cellule cancéreuse, c'est encore plus logique quand elle commence à se démultiplier pour faire crash le jeu, comme pour montrer l'extinction du cerveau. La chute dans les escaliers n'a pas causé des lésions cérébrales, c'est la tumeur cérébrale qui a causé la chute. C'est encore plus triste que ce qu'on imaginait, le développement de ce système ne peut être que compréhensible avec cette histoire.
D'ailleurs, au début de la vidéo après la chute, des espèces d'épouvantails nous foncent dessus. C'est aussi les mêmes qu'on voit un peu partout sur la map, et même ceux qui ont capturé Thea à la fin de la première cinématique. Sur le bureau de Manfred, une photo de famille y est posée, mais en s'éloignant, elle change complètement et remplace sa femme Martha et son fils Nils par ces épouvantails. Après la mort de Thea, Manfred s'est séparé de sa femme, et au vu de sa lettre, elle aurait emmené Nils avec elle. À ce moment-là, au vu de l'image qu'elle représente dans le jeu, c'est sûrement que Manfred la voyait comme un monstre faisant du mal à sa famille, un épouvantail qui fait fuir les corbeaux. Mais dans ce nouveau jeu, le monstre ne nous attaque pas, mais au contraire nous fuit constamment. Et c'est en arrivant à le suivre jusqu'au monde du désert, où on le retrouve dans la maison familiale, assis sur un fauteuil sans bouger. Il nous a en réalité ramené à la maison. On pourrait limite penser qu'il nous veut du bien, et c'est le cas. C'est à ce moment-là qu'on comprend enfin la véritable différence entre ces deux versions. La première, du point de vue de Manfred, nous montrant la souffrance à laquelle il devait faire face avec sa femme qu'il voyait comme très mauvaise. Alors qu'avec la deuxième, sortie des années plus tard par Opus Legacy, on y voit les réelles situations, la vérité sur cette histoire. Le fait que sa femme soit en fait tout l'inverse de ce qu'il pensait, protégeant même sa fille mourante alors que lui n'était même pas là pour eux. Mais pour pouvoir nous expliquer tout ça, c'est forcément que la personne qui a recréé le jeu connaissait la vraie histoire de cette famille. Et on n'a pas 15 000 options, la théorie la plus probable serait que c'est Nils lui-même qui nous raconterait ça. Sur la photo familiale corrompue, il n'y a pas seulement Martha qui est changée en épouvantail, mais Nils aussi. Celui-ci est rampant et est appelé le Crawler par la communauté. Le seul moment où on a pu l'apercevoir était à côté de Martha dans la version originale. Donc du point de vue de Manfred, pour lui c'est clair, il traînait trop avec sa mère, donc devait être comme elle, mauvais. À un moment dans le jeu, le bâtiment est infesté de crawlers, ce qui nous montre que Nils a repris la tête de la société et que c'est lui qui nous montre tout ça. Ça va même plus loin que ça, parce qu'avec ce que je vais vous montrer, c'est Manfred qui serait le véritable monstre dans cette histoire. Dans un passage secret de la map, un interrupteur y est, et en l'activant... un monstre corbeau immense et effrayant nous court après sans arrêt. Et j'avoue que quand j'ai joué à ce jeu pour faire la vidéo, je suis tombé dessus par hasard et j'étais juste terrifié. Et si on écoute attentivement, on peut entendre des pleurs. Maintenant, c'est la vision de Nils. C'est comme ça qu'il voit son père. À présent, analysons un peu le nom des sociétés. Opus Interactive, la première. Opus fait référence à Magnum Opus, la considération d'une œuvre d'art comme la plus importante de l'artiste, avec comme par exemple la Joconde de Léonard de Vinci. Et ben pour Manfred, il s'agit de Catastrophe Crow, le jeu qui pourrait ramener à la vie sa fille dans le jeu pour toujours. C'est ça, son Magnum Opus. Mais maintenant Nils arrive en tant que Opus Legacy, Legacy qui veut littéralement dire héritage, votre plus grand trésor laissé derrière vous après votre mort. Cependant, c'est ce même jeu qui l'a transformé en monstre, autant dans la vraie vie que dans le jeu. Ça fait maintenant très longtemps que Nils a consacré sa vie pour résoudre tous les problèmes et mystères du jeu. Il a rajouté pas mal de choses dedans pour nous montrer ce qu'il est devenu après la mort de son père. Si vous sautez dans ce puits dans la forêt, vous atterrissez dans un labyrinthe souterrain rempli de sang. Dans l'une des pièces, on y voit 4 tombes, avec sur chacune, pas du crow language, pas des notes sonores, un nouveau langage. Plus précisément, un dot cipher. En réalité, il n'est pas si compliqué une fois que vous avez compris. Il suffit de définir les points sur une grille avec un axe en Y de 0 à 9, puis voir où est-ce que les points se situent pour en comprendre les chiffres. Ici, sur chaque tombe est écrit une date, comme sur des pierres tombales. Sur celle-ci, c'est la date du 5 décembre 2001, soit à peu près le moment où Manfred s'est jeté à l'eau avec tout son matériel. Juste à côté, on a celle de Martha, avec une année lointaine nous montrant qu'elle est toujours en vie. Thea, née en 93, puis décédée en 2000. Et enfin, Nils. Mais ce n'est pas tout. En glitchant à travers le sol, 4 nouvelles pierres tombales sont présentées, sauf que 3 d'entre elles sont colorées, 2 bleues, une rose et une grise. La grise est la même que celle de Nils, et donc les 3 sont a priori sa femme et ses enfants. Et au vu des dates de naissance très cohérentes, toute sa famille est vivante. Nils est maintenant père, il a décodé entièrement le jeu, l'a refaçonné pour correspondre à la vérité, tout va pour le mieux. Et pourtant, il lui reste une ultime quête. Un dernier code caché dans le menu, et quand on le met dans l'ordinateur sous le jardin, la cinématique finale est déclenchée. Quatre corbeaux dans le ciel aux couleurs de la famille de Nils y est présenté. Il a créé ses propres corbeaux. Mais après quelques secondes, des numéros y sont montrés. C'est exactement les mêmes que sur la lettre de Manfred, les mêmes qui signifiaient « Nils, je suis en vie ». Et quand les numéros disparaissent, la tête de Nils se détache et glitch complètement. Comme pour nous montrer que ce dernier message l'a rendu fou. Comment son père peut être toujours en vie? Et c'est sûrement pour cette raison que Nils a développé cette nouvelle version du jeu. En traduisant une grosse quantité de code en crow language éparpillé un peu partout, cela nous donne une lettre. Mais cette fois-ci, elle ne vient pas de Manfred. Père, j'étais tellement énervé. Je n'ai pas réussi à te rejoindre avec les serres que tu m'as données. Chaque année, tu te noyais. Nous courions,
encore et encore, mais impossible d'échapper à cette maison abandonnée. Au final, tes petits corbeaux n'étaient que des marionnettes pour te retrouver à nouveau. Mais te voilà mort 2 fois, perdu dans le bruit. Donc j'ai volé de mes propres ailes et appris ton langage pour réchauffer l'enfer que tu avais remonté des profondeurs. Juste après ça, un dernier code apparaît. Je ne pardonne pas, mais je suis prêt à faire un dernier effort. Niels a dit que son père est mort 2 fois, et c'est pour ça que sur la pierre tombale il y a 3 dates. Une pour la naissance, la deuxième pour son suicide, et la troisième le 5 décembre 2020, le même jour de la sortie du code source du jeu original. Mais aussi, le même jour où la chaîne Ultra 64 Forever sort une vidéo. Dans celle-ci, le corbeau Manfred saute pour attraper une peluche d'ours, puis s'élève vers les cieux en traversant tous les niveaux. L'âme de Manfred qui devait fonctionner avec le système de renaissance éternelle, mais comme le jeu était partagé par tout le monde avant la sortie officielle, ça l'a fragmenté en milliers de copies. C'est pour ça que Niels a recréé le jeu, un jeu qui se joue qu'à un seul endroit, votre navigateur. Son but est de ramener son père à celle-ci pour le retrouver. Le mail que l'on a vu plus tôt adressé à Niels, j'espère qu'on pourra se voir le lendemain, là où on allait en vacances chaque année, était suivi de 2 vidéos montrant Manfred. En attendant Niels, comme prévu, mais rien ne se passe. Niels n'est pas venu. C'est presque 4 ans plus tard que la chaîne sortira l'ultime vidéo, simplement nommée The End. Dans celle-ci encore, Manfred attend patiemment et des pas se font entendre. Niels l'a enfin retrouvé. Les 2 corbeaux se regardent et commencent à parler. Avant que la vidéo ne disparaisse dans le noir. Niels a enfin terminé sa quête. Il n'a plus besoin de se torturer l'esprit sur tout ça et va enfin pouvoir retourner à sa vie de famille avec l'esprit et le cœur apaisé. Vous vous en doutez sûrement, mais tout ça était un énorme ARG. Il était juste incroyable et c'est Adam Butcher lui-même qui a créé toutes ces vidéos et l'histoire autour. D'ailleurs, la vidéo est très inspirée de The Game Theorist et je remercie évidemment toutes les personnes qui ont donné du temps pour la résolution du mystère. D'ailleurs, ce jeu que j'ai présenté durant toute la vidéo, vous pouvez y jouer et c'est dans la description sur internet. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Devix. À la prochaine.